quand on veut convaincre sur le plan professionnel, quand on est dans des situations de négociation par exemple. Ce qui est le plus intéressant, c'est que pour certaines personnes c'est délibéré, pour d'autres personnes c'est totalement inconscient. Ce n'est pas parce que c'est inconscient que c'est moins efficace. Un autre champ d'application, et pas des moindres, c'est de savoir se défendre contre la manipulation. Parce que ces mêmes règles sont utilisées pour manipuler les gens. Madame Malgorzata Sedeni, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'influence sociale. Première question, pourriez-vous nous expliquer les techniques d'influence sociale? Robert Cialdini, qui est un sociologue américain et qui est l'une des personnes, ce n'est pas la seule personne qui s'est intéressée aux techniques d'influence sociale. Personnellement, ce que j'ai apprécié dans son classement, c'est que c'est un classement qui est très clair. Il y a 6 techniques, bien sûr, avec les sous-groupes que nous essaierons de détailler. Et il fait référence déjà pourquoi l'influence sociale, parce que l'être humain est social. Donc, en se trouvant en société, il a besoin d'influencer et il est aussi influencé en même temps. C'est une relation qui est permanente. Bien sûr, c'est intéressant de connaître ces techniques quand on veut convaincre sur le plan professionnel, quand on est dans des situations de négociation, par exemple. Mais c'est un exercice permanent de tous les jours que nous faisons tous. Et il a fait aussi appel à certains mécanismes émotionnels dans le cerveau de l'homme qui sont ancrés depuis la nuit des temps, depuis l'homme préhistorique. D'ailleurs, l'explication de fonctionnement de ces techniques, c'est une explication sur le fonctionnement des émotions de l'être humain. Et par exemple, on va essayer maintenant de les énumérer pour les aborder les unes après les autres. C'est d'abord la technique de réciprocité, ensuite conséquence et engagement, preuve par la masse, rareté, autorité et sympathie. Pour commencer par la réciprocité, vous savez, autrefois, je parle du temps de l'homme des cavernes, hein. C'est là où notre cerveau s'est socialement développé. Comment les humains arrivaient à survivre? Bien sûr, ils faisaient de la chasse. Et la chasse n'était pas toujours garantie, on n'était pas sûr de revenir avec quelque chose. Et donc, ceux qui revenaient avec un animal chassé partageaient leurs fruits de leur travail avec ceux qui avaient moins de chance ce jour-là. Donc, ceux qui recevaient étaient naturellement portés pour faire le même geste un autre jour lorsque la situation était inverse. Aujourd'hui, croyez-moi, nous ne sommes pas très loin de cet état d'esprit. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous fait un cadeau, mais un cadeau pas seulement dans le sens matériel, un cadeau aussi dans le sens figuré, vous êtes naturellement invité à lui rendre l'appareil. Quelqu'un qui vous envoie un gentil mot, naturellement, vous avez envie de lui répondre par un gentil mot. Dans la négociation, ça c'est utilisé par exemple lorsque quelqu'un cède, fait une concession. C'est une invitation à l'autre partie aussi de revoir sa position pour trouver un compromis. Je cède parce que tu cèdes. Parfois, et là on connaît très bien cette technique chez les commerciaux, on exprime d'abord ce qu'on appelle une grande demande. Bien sûr, elle est refusée. Alors on exprime une demande un peu moindre, un peu inférieure. Et la personne aura du mal à la refuser la deuxième fois parce qu'elle a déjà senti qu'on a fait une concession. La réciprocité, elle marche lorsqu'elle est sincère aussi. D'ailleurs, c'est l'une des conditions de fonctionnement de toutes ces règles. Ensuite, vous avez conséquence et engagement, qui est basé sur le fait que notre cerveau n'aime pas se contredire. Une fois quand on a prononcé quelque chose, quand on l'a prononcé peut-être devant les témoins, quand on l'a écrit, à défaut d'écrire, quand on a signé, on a apposé la signature, si encore on l'a fait devant les témoins et devant les témoins de rang supérieur envers qui nous avons beaucoup d'estime, même si nous avons commis une erreur,
nous aurons du mal à reculer. C'est pour ça que l'être humain, il a du mal à admettre une erreur, à dire pardon, excusez-moi, je rebrousse le chemin parce que je me suis trompée. Au contraire, je pense que nous le voyons tous les jours, les gens, même conscients de l'erreur, continuent là-dedans, tout simplement parce qu'ils sont sous l'emprise de la règle de conséquences et engagement. Dans le langage commercial, très souvent, on obtient ce qu'on appelle un premier oui. Ça veut dire qu'on présente quelque chose ou même on parle des choses plus générales pour que la personne prononce un oui quelconque. Quelqu'un qui a physiquement prononcé un oui aura du mal à refuser la demande qui va venir par la suite. C'est pour ça que souvent on nous présente une proposition selon son meilleur angle. Êtes-vous d'accord? On dit oui. Et en fait, je voulais aussi vous rajouter que, et là on présente les inconvénients. Et très souvent la personne a du mal à reculer. Elle aura du mal à dire, vu ces nouveaux éléments, je retire mon oui. C'est très rare. Donc c'est une règle d'influence sociale qui est extrêmement puissante. Ensuite, on a preuve par la masse. Notre cerveau nous dit, puisque tout le monde fait ça, et puisque tout le monde est content, moi aussi, je vais être comme tout le monde, je vais faire ça, et je vais être content. Je suppose. C'est un raccourci que prend notre cerveau pour ne pas prendre trop de temps à analyser une situation, mais avoir un raccourci. L'exemple le plus classique de preuve par la masse, c'est par exemple les salles d'attente des médecins obstétriciens qui sont tapissées des photos des bébés qu'il a vu naître. C'est un bon médecin, c'est un message que nous recevons, c'est un bon médecin, il a l'expérience, beaucoup de gens ont témoigné de son efficacité, donc nous aussi, on va être contents en nous confiant notre santé. Bien sûr, la rareté. Lorsque vous avez plusieurs objets au choix, vous n'êtes pas pressé de prendre votre décision, mais imaginons que vous entrez dans un magasin et vous voyez le dernier modèle d'une veste qui vous plaît. Et vous n'êtes pas sûr que d'ici ce soir, il n'y aura pas une autre personne qui va venir et qui va l'acheter. Même si vous avez un doute, vous n'êtes pas très sûr d'avoir besoin de cette veste, eh bien vous la prenez, parce que c'est le seul moment à saisir. N'est-ce pas? Oui. La règle de l'autorité. La règle de l'autorité fait que souvent en face d'une personne considérée comme compétente, considérée comme hiérarchiquement supérieure, techniquement aussi compétente, nous ne réfléchissons plus, nous lui faisons confiance. Cette règle a été très bien illustrée par les recherches et les expériences menées par Stanley Milgram aux États-Unis dans les années 60, où il a prouvé que l'être humain, en se reposant sur l'autorité de celui qui donne des ordres, est capable de commettre des actes même violents, même criminels, en se déchargeant totalement de la responsabilité humaine. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des exemples de ce genre d'actes qui sont très fréquents. Qu'est-ce qui peut témoigner de l'autorité? Comment jouer l'autorité? C'est par exemple en affichant son titre, ne serait-ce que sur la porte de son bureau. Attention, il ne faut pas tomber dans le ridicule. Quand on a un titre sur 5 lignes, on sourit. On n'a plus le même rapport avec la personne de l'autorité. Parfois c'est un titre honorifique, parfois hiérarchique, parfois c'est un titre de noblesse que l'on utilise pour se prévaloir en société. Il y a aussi les signes matériels de l'autorité. Est-ce que la personne elle est entourée d'autres personnes compétentes qui lui témoignent de l'autorité? Là, on colle un peu vers l'argument de la preuve par la masse, parce que si on est entouré d'une équipe, ça veut dire qu'il y a aussi le nombre qui va jouer. L'autorité se reflète aussi dans une allure, donc dans le langage du corps qui est stable, dans le langage utilisé, langage verbal utilisé, technique. Mais attention, il n'y a pas une seule recette qui marche dans tous les milieux professionnels.
Si vous allumez votre poste de télévision et vous voyez par exemple les animateurs de MTV, le canal de musique pour jeunes, si là-bas vous mettez un professeur grisonnant avec des lunettes et son langage technique, il ne fera pas du tout l'autorité sur l'auditoire de cette chaîne. Donc bien sûr, ça doit être adapté à chaque fois au contexte et au public avec lequel on est. Bien sûr, parfois quand on veut bien jouer sur l'autorité, on peut aussi dévoiler un petit défaut pour ne pas paraître trop parfait. Ça aussi, ça renforce l'impression de compétence qu'on donne aux gens. Et bien évidemment, la grande règle d'influence sociale, c'est la sympathie. La sympathie, pas seulement dans le sens j'apprécie quelqu'un personnellement, où il me plaît physiquement, souvent c'est ça aussi, mais aussi parce qu'on se ressemble. Très souvent parce qu'on se ressemble sur le plan des idées, sur le plan de parcours, sur l'appartenance à une école de laquelle on est sortis tous les deux la même année, parfois l'appartenance sociale, parfois l'origine ethnique. Pourquoi, par exemple, quand on part à l'étranger, on retrouve les compatriotes et on est empris de sympathie soudaine pour quelqu'un qui peut-être passerait inaperçu là d'où on vient. C'est ça la règle de la sympathie. Et dans la sympathie, vous avez aussi l'art de complimenter les gens. Complimenter intelligemment, pas en faisant de l'hypocrisie, mais le vrai compliment sincère, personnalisé, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire le même compliment à tout le monde, ça ne marche pas. Plus c'est personnalisé, et plus ça marche. Donc, le plus important, c'est de rester naturel, et ça fonctionne toujours. Outre l'argumentation et la négociation, dans quel cas ces techniques peuvent-elles être utiles? Vous savez, dans toutes les situations de la vie, parce qu'à chaque moment, comme je viens de le dire, on est amené à convaincre, amené à faire accepter nos idées par les gens, ou accepter nos demandes, tout simplement. Bien sûr, la négociation, donc surtout le commerce, mais pas seulement. Le monde de la politique, aujourd'hui, il est le deuxième exemple classique d'utilisation des règles d'influence sociale. Ce qui est le plus intéressant, c'est que pour certaines personnes, c'est délibéré, pour d'autres personnes, c'est totalement inconscient. Ce n'est pas parce que c'est inconscient que c'est moins efficace. Ça marche toujours. Je vais vous donner un exemple simple. On est entre amis et quelqu'un demande un prêt en argent à un ami. Comment il va argumenter? Bien sûr, il va dire « tu es mon pote, tu es super sympa ». Bien sûr, il applique la règle de la sympathie. Tu te rappelles l'année dernière, tu t'es adressé à moi et je t'ai aidé dans une situation difficile. Un petit rappel de la réciprocité. Donc la personne, et si la personne dit oui, oui, je me rappelle effectivement, tu m'as beaucoup aidé, là, elle est dans la conséquence et engagement. Vous avez les 3 règles appliquées dans une simple phrase, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. Et là, je pense que c'est un exercice qui est assez fréquent. On peut avoir des exemples très nombreux. Un autre champ d'application, et pas des moindres, c'est de savoir se défendre contre la manipulation. Parce que ces mêmes règles sont utilisées pour manipuler les gens, c'est-à-dire les amener à prendre les décisions conformes au souhait de celui qui exprime la demande, mais contraires à l'intérêt de la personne à qui on le demande. Donc, si nous nous apercevons qu'à un moment donné, je ressens un peu trop de sympathie par rapport à une personne qui finalement n'est pas très importante pour moi, que quelqu'un essaye de me faire parler, de me faire admettre des choses, qui me fait des cadeaux qui ne sont pas habituels, c'est-à-dire attention de ne pas tomber dans l'excès, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous nous faisons des cadeaux et nous échangeons d'une manière sympathique et naturelle avec les gens qui nous sont proches. Il ne faut pas tomber dans le paranoïa. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui essaye de s'incruster, par exemple, dans notre vie, de nous amener à changer nos idées, à nous éloigner, par exemple, soit de notre famille, soit de notre travail pour faire autre chose,
ce sont peut-être des signaux d'alerte qui peuvent nous sauver, qui peuvent dire voilà, je dois dire stop parce que je suis exposé au risque de manipulation. Maintenant, il y a des exemples qui sont très, très fréquents. Parfois, quand on demande un prêt bancaire, on nous propose plein d'autres services à côté dont nous n'avons pas besoin. Savoir dire non à certaines choses et dire oui aux choses qui sont utiles pour nous. Il y a aussi autre chose. Un exemple que j'ai trouvé en Europe, c'est une situation assez fréquente, de manipulation notamment. Il s'agissait de manipulation envers les personnes âgées qu'on invitait dans les présentations, par exemple, de matériel de cuisine haut de gamme extrêmement cher. On leur offrait des petits cadeaux, on leur offrait des petits fours, on leur donnait de l'attention, du sourire, chose dont ces personnes avaient besoin sur le moment. On leur faisait prononcer leurs intentions et à la fin, en ne sachant même pas comment ni pourquoi, elles sortaient avec des achats de 20 000, 30 000 dirhams par soirée. Et bien sûr, avec les crédits contractés, ça a été longuement débattu en public. Est-ce que c'est éthique d'inviter les personnes âgées? J'insiste beaucoup sur le facteur âge parce qu'il s'agissait des personnes seules et quelqu'un, par exemple, qui voulait venir avec son neveu ou avec son fils juste pour l'accompagner, il n'a pas été autorisé, c'est-à-dire c'est la personne plus jeune qui a été refusée à la porte. Est-il toujours évident d'appliquer ces règles en entreprise, notamment dans un environnement stressant et face à des personnes difficiles? La réponse courte est non. Ce n'est jamais facile. D'ailleurs, l'intérêt de ces règles, c'est qu'elles peuvent nous sauver, notamment dans les situations difficiles. Quand c'est facile, on n'a pas de mal à convaincre. Tout va bien. C'est justement dans les situations stressantes, devant les personnes à caractère difficile, qu'on a intérêt déjà à se maîtriser et à être convaincant pour obtenir leur accord. Ça peut être les situations de travail de tous les jours. C'est de repérer à quel moment l'émotionnel prend le dessus sur le rationnel chez moi pour pouvoir inverser la vapeur et reformuler les choses pour convaincre la personne qui est en face ou les personnes qui sont en face. Eh bien, mes conseils, c'est surtout d'être de bonne foi parce qu'il y a quand même des limites au fonctionnement de ces règles. Ça serait trop parfait que ça marche à tous les coups. Ça ne marche pas, et surtout pas à long terme, lorsque quelqu'un est de mauvaise foi. Parce qu'on peut manipuler une personne ou les personnes, mais dès qu'elles se rendent compte qu'elles sont manipulées, c'est le retour du bâton, et à ce moment-là, plus aucun argument ne va marcher. La deuxième limite au fonctionnement de ces règles, c'est leur application subtile. Comme je le disais tout à l'heure, le compliment doit être vrai, il doit être personnalisé, ça ne doit pas être mécanique. Donc, plus on est dans la finesse, et plus ça peut marcher. Et puis, la troisième limite au fonctionnement de ces règles, c'est, on peut dire, la normalité psychique de la personne qui est en face. Parce que face à un sociopathe qui pense, par exemple, que tout est dû pour lui, et qu'il n'a pas à être gentil, il n'a pas à être réciproque en matière de courtoisie, vous pouvez toujours être poli avec lui et il sera grossier. Donc là, c'est une limite évidente, mais le plus important, c'est de se rappeler que toutes ces règles-là, ce n'est pas une science infuse. Elle est accessible à tout le monde, sur Internet, dans les livres, tout le monde peut se documenter. C'est une science qui est accessible à tous. On peut aussi être doté d'une forte intuition, c'est-à-dire sans même avoir étudié ce sujet, on peut l'appliquer extrêmement bien. Le plus important, c'est de rester naturel, bienveillant envers les gens. Parce que quand on construit une relation à long terme, une vraie, on aura naturellement plus de chances de convaincre, même en situation difficile ou délicate, parce que c'est toute notre réputation qui va jouer en notre faveur.